Je te laisse la parole. Toi, qu'en penses-tu? Je veux dire, tu trouves vraiment la situation en Ukraine aussi critique sur le front? Parce que je me rends compte qu'ils sont vraiment presque à bout, je crois. Je ne sais pas si tu serais d'accord. En partie, oui, mais avec quelques nuances. La première chose, c'est qu'ils ont toujours perdu dans le combat urbain. Ils s'en sont rendus compte. Donc, ils essaient aussi. Non, peut-être qu'ils essaient de changer de tactique parce qu'ils savent qu'en combat urbain, c'était déjà Soledad, Visca, Bosque, etc. Oui, ils se font des positions fortifiées avec l'aviation. Excuse-moi de t'interrompre, mais je me suis retenue pendant tout le direct. Tu crois vraiment, c'est une question que je me posais toujours, parce que tu as dit non, ils se sont rendus compte que le combat urbain ne leur réussit pas, qu'ils ne sont pas bons après tant de localités, mais tu crois vraiment qu'une armée, depuis l'époque de 2014, enfin, tu vois de quoi je parle, les premiers assauts de Deltseva, par exemple, n'ont pas su éviter un encerclement russe? C'est toujours exactement le même encerclement, plus ou moins la même stratégie, et les forces ukrainiennes finissent toujours exactement de la même manière, encerclées. Et c'est toujours une surprise à la fin. Surtout, ce n'est pas parce qu'ils sont idiots, mais à cause de la nécessité de maintenir ce territoire, à cause du refus de la direction politique de céder quoi que ce soit. Alors, étant donné qu'ils n'ont toujours pas appris qu'il ne faut en aucun cas se laisser encercler par la Russie, penses-tu vraiment que cela est dû au fait qu'ils ont appris ou bien qu'il y a quelque chose qui a changé? Et j'arrête d'interrompre, désolé, vraiment désolé. Non, 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 interrompre, avoir un dialogue, poser des questions, faire des affirmations, apporter des nuances, je le célèbre toujours. Donc, interromps autant que tu veux. Et s'il y a des gens qui nous commentent ou veulent dire quelque chose, je suis toujours ravi aussi. Voyons, et c'est une autre partie, eux aussi font un très gros effort pour essayer de repousser les troupes russes depuis Aporossi et ils ont obtenu certains succès, je ne sais pas, de quelques kilomètres au sud d'Aporossier aussi. Ils ont essayé de mener quelques offensives locales dans la région d'Aporossier, mais un peu plus je crois que c'est vers le nord-nord-ouest. Essayer d'améliorer leur position lors de ces attaques. Ils utilisent beaucoup de troupes qu'ils retirent généralement d'autres points, ces forces n'étant pas infinies. Alors d'ici, plusieurs facteurs ont pu se réunir en même temps. Ils ont à Kupiansk, où ils ne peuvent pas agir, ils peuvent être en train de se battre et ils en ont un ou deux de plus. Ils essaient, ils tentent de faire un effort, de montrer, même si ce n'est qu'une offensive très limitée, petite, tactique, parce qu'ils doivent expliquer où va l'argent qu'ils dépensent et à leurs maîtres étrangers parce qu'ils vendaient certains messages et qu'ils ont besoin d'un peu d'effet médiatique. C'est toujours comme ça, non? Comme lorsque Zelensky envoyait ses troupes planter un petit drapeau je ne sais où, même si ses troupes mouraient. Mais ils avaient l'image, eh bien, d'un drapeau ukrainien à, je ne sais pas, Avdivka. Avdivka résiste. En réalité, sur le front, non, ça n'intéresse personne. Alors, ils ont besoin de ces choses et ils dépensent pour ça. Comme quand ils ont débarqué, je ne sais pas si c'était 15 gars des forces spéciales près de, je crois que c'était Krasnarmisk, Dimitrov, par là. Et finalement, ils les ont débarqués. Ils lui ont montré les images là-bas. Tous les types sont morts au bout de quelques heures, comme ceux qui ont le plus résisté. C'était une action inutile, mais ils ont besoin de ces actions. Alors ils ont retiré une partie des troupes. Je suppose qu'ils ne les ont pas épuisées. Avant, ils faisaient plusieurs actions à la fois. Maintenant, ils ne peuvent plus. Dire qu'ils s'effondrent déjà, bien sûr, je ne vais pas m'aventurer à dire qu'ils s'effondrent déjà, parce que pareil, ils ont réussi à recruter un peu plus de troupes. Ils ont reçu récemment de l'argent frais, enfin la promesse d'argent frais, parce qu'ils ne l'ont pas encore reçu. Alors, pareil, en voyant aussi que les Occidentaux sont en train de tomber, est-ce qu'on leur a donné un peu plus de soutien? Parce que les Occidentaux, si tu regardes bien, ne leur donnent jamais assez pour gagner. Ils leur donnent juste le minimum nécessaire pour qu'ils ne perdent pas trop vite. Ce qui aussi, si c'était ton canon, tu devrais te rendre compte qu'on est en train de t'utiliser et que, je ne sais pas, d'une manière vraiment, vraiment moche, honnêtement. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'ils ont des problèmes. S'ils sont en train de s'effondrer ou s'effondreront dans 2 semaines, 2 ou 6 mois, la question reste ouverte, mais c'est vers cela qu'ils se dirigent.
Ce qu'il faut, voyons, moi je ne vais pas, il faut rappeler qu'il faut respecter l'adversaire, le soldat ukrainien. Ils n'ont pas tous une grande capacité, mais bon, ils ont de bonnes troupes, ils ont des troupes qui résistent. Au final, c'est le même problème. Alors, les troupes russes qui attaquent souvent, les troupes russes, les troupes ukrainiennes qui résistent, ce sont les mêmes personnes sur le plan culturel, ethnique, etc., etc. Même si l'Occident essaie de creuser ce fossé n'existe pas, etc. Alors, il faut leur accorder la reconnaissance et le respect. Il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi. On peut mépriser les nazis, attarder, surtout ceux qui vivent actuellement en Pologne ou en Allemagne et qui demandent qu'on se batte jusqu'au dernier Ukrainien. Mais bon, le soldat ukrainien qui se bat dans le Donbass, même s'il sait que sa cause est perdue et qu'en réalité, il ne défend pas vraiment l'Ukraine, mais bon, il fait du mieux qu'il peut, aussi grâce sûrement à une éducation soviétique. Parce que la plupart des soldats ukrainiens du front ont environ 44, 45 ans. C'est-à-dire, ils ont à peu près mon âge, plus ou moins. Autrement dit, ils sont nés et ont vécu à la fin des années 70, au début des années 80 en Union soviétique, ou bien ils ont vécu les années qui te forment en tant que personne dans ce pays. Alors, bon, ils ont des capacités et de la résistance, mais ils manquent de soldats. Ils n'ont plus de soldats. Loukachenko l'a dit. Loukachenko a également dit qu'il y a certains problèmes en Russie, mais bon, les forces armées russes ont de nouveau augmenté de taille petit à petit. Je crois qu'ils sont 2 200 000 ou 2 300 000 maintenant, dont 1 500 000, c'est-à-dire 1,5 million, sont des soldats. Et parmi eux, selon le président russe, attention, environ 700 000 ou 750 000 combattent en Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a encore une marge de manœuvre assez importante pour augmenter le nombre de soldats. Et tout cela sans mobilisation, avec une mobilisation qui a eu lieu en Russie de 300 000, dont environ 200 000 sont déjà rentrés chez elles. Certains, non, ils continuent de se battre. Mais en Ukraine, il y a une mobilisation générale a été faite. Ils continuent de chasser les gens. D'ailleurs, ils ont de plus en plus de problèmes parce que les gens leur résistent dans les rues et malgré cela, ils n'y arrivent pas. En guerre, il y a même eu récemment une manifestation à Kiev, si je ne me trompe pas. Non. Des affrontements avec les autorités ou une manifestation très violente, on peut dire. Alors, ces choses-là nous laissent entendre que l'Ukraine essaie de jouer ses dernières cartes. Mais combien de temps ces cartes peuvent-elles encore lui servir? Eh bien, cela dépend aussi de la volonté russe, cela dépend d'autres facteurs, etc. Et je dis, cela peut durer bien sûr 2 ou 3 ans. Comme le dit Zelensky, ça ne lui suffit déjà plus. Ça ne va sûrement pas lui suffire. Tandis qu'en Russie, où si les choses ne changent pas beaucoup, à ce rythme-là, cela pourrait durer 10 ans. Je ne le souhaite pas, bien sûr, mais c'est la réalité. Oui, c'est vrai que la Russie, s'étant préparée à cela comme à une guerre d'usure, a encore beaucoup de ressources à exploiter. Il est également vrai que tous ceux qui soutiennent la Russie et beaucoup de ceux qui vivent en Russie le voient aussi. Mon Dieu, que cela se termine enfin, s'il vous plaît, parce que l'usure que cela entraîne et les gens aussi qui n'ont pas beaucoup de patience quand il s'agit attendre une victoire. Eh bien, si cela avait été en 3 jours, cela aurait été un succès retentissant. Et sinon, petit à petit, même ceux qui soutenaient, beaucoup d'entre eux, la Fédération de Russie, certains sortent maintenant en disant que Poutine est un traître. Il y a certains analystes de poids qui disent que la patience a atteint ses limites. Eh bien, c'est le débat interne, mais la patience a ses limites, non? Que si au final tu as assez de patience et que tu t'assois au bord de la rivière, eh bien tu verras passer les corps de tes ennemis. Et en ce sens, en Europe, les politiciens sont remplacés pour une raison ou pour une autre. En Europe, il y a aussi une autre volonté, et la Russie, pendant tout ce temps, n'est pas restée les bras croisés. Même si la guerre continue, même s'il continue d'attaquer les raffineries et tout ça, la Russie construit de plus en plus, elle s'oriente vers l'Asie et pourra exporter vers l'Asie dans quelques années. Elle produira d'autres choses et tout ça. En Russie, personne n'est resté immobile, tout a bougé. Bien sûr, si cela avait été pris en 3 jours, même si personne ne prévoyait 3 jours c'est un mythe. C'est un général américain qui te l'a dit. Et maintenant, ça se répète en Occident. En 3 jours, vous n'avez rien pris. En 3 jours, Téhéran n'a pas été prise. Maintenant, ils disent, cela dure plus longtemps que la Première Guerre mondiale.
Alors regardez combien de temps a duré la guerre du Vietnam ou les 20 ans d'intervention américaine en Afghanistan pour chasser les talibans, pour qu'ils soient maintenant de retour au pouvoir. Donc dans ce sens, cela fait aussi partie de la propagande occidentale. La propagande occidentale qui, en Russie, à l'intérieur même de la Russie, touche aussi en partie certaines personnes ou les affecte parce qu'il y a des gens qui veulent que cela se termine, il y a des gens qui veulent une attaque nucléaire, etc., etc. Une partie de l'opinion publique souhaite quelque chose comme ça, mais pour une raison ou une autre, pour l'instant, cela ne se fait pas. Même s'il est vrai que les pays européens font parfois beaucoup d'efforts pour finalement recevoir une attaque nucléaire tactique, mais bon. Eh bien, la situation est un peu incertaine. Nous verrons dans quelques jours comment progresse le front d'Argentine et la situation à Liman. Je comprends aussi que la tenaille se refermera peu à peu autour de Slaviansk et Kramatorsk. Certains disent que cela ne dépassera pas l'hiver de cette année. Moi, je n'en suis pas si sûre, honnêtement. Même si je suis assez partisane de l'idée que l'Ukraine est en train de perdre ses forces à une vitesse fulgurante, c'est le dernier détail. Si tu veux une réponse courte, tu penses qu'à la fin de 2026, tout cela se termine par des négociations, oui ou non? Eh bien, moi, parce que j'ai lu ça chez 1000 analystes et je ne vois pas vraiment l'intérêt d'arriver à un accord dans quelques mois déjà. Non, je ne pense pas que ça se termine, mais Slaviansk et Kramatorsk pourraient tomber. Ils peuvent tomber parce que je pense que c'est possible. Fin de l'hiver, oui, d'ici la fin de cette année, ils peuvent tomber. Ils peuvent tomber si ça s'accélère, si les choses se passent comme il semble. Il est aussi vrai que je préférerais que Zaporozhye tombe avant, car la région de Slaviansk et Kramatorsk semble être un objectif plus intéressant. Mais bon, et ce qui concerne Slaviansk et Kramatorsk, ça peut aussi arriver parce qu'à un moment donné, si cela tombe, les Ukrainiens peuvent dire, bon, eh bien, nous ne contrôlons plus tout le Donbass, donc nous pouvons accepter cela, non? On se dirige vers un gel du conflit. On rendra une petite partie du Donbass et le reste sera gelé sur la ligne de front. Ici, ils s'y préparent déjà. Le problème, c'est que Slaviansk et Kramatorsk sont une question d'honneur. Surtout car tout a commencé là-bas, non? C'est là où j'étais personnellement présent quand les premiers véhicules de l'armée ukrainienne ont été capturés. Non, 6 véhicules, les troupes étaient transportées. Tu étais là? Oui, j'étais là justement en train de couvrir cela. Il y en avait un qui s'est écrasé après quelques jours à Slaviansk, etc., etc. Donc, je pense qu'il est possible, il y a des chances qu'un accord soit conclu et que ce soit pris avant la fin de l'année. Il y a des possibilités, mais je ne pense pas que cela arrivera. Je ne crois pas non plus à un accord d'ici 2026